Oui, donc Patrick, c'est vrai qu'il y a cette question centrale du passage de l'avoir à l'être. Hein, on pourrait, c'est souvent quelque chose dans mes voyages, il y a cette pensée qui traverse l'ensemble de la planète aujourd'hui, qui est le fait de penser cette transition et cette crise comme le passage de l'avoir à l'être, quelque part. Et cette dimension de démesure et de la nécessité d'une simplicité nouvelle, on la retrouve y compris chez les penseurs alternatifs américains. En Amérique, on parle de deep simplicity, et il y a tout un courant américain au cœur de ce pays qui est complètement dans la démesure, qui a pris justement la mesure de cette démesure et qui est extrêmement favorable à ça, en montrant qu'effectivement, on peut développer une nouvelle civilisation avec moins d'avoir et beaucoup plus d'être. Donc on est tout à fait d'accord, et je pense qu'il y a un courant très porteur, très profond. Je pense qu'en tant que sociologue, j'ai fait beaucoup d'interviews de profondeur, etc. Et on voit que ce courant, finalement, est assez large. On l'a vu d'ailleurs lors des grandes grèves, où les gens en profitaient pour créer des alliances et prendre un peu plus de temps. Il y a cette montée de l'être. Alors on la retrouve dans la pensée de Teilhard de Chardin. Enfin, le Teilhard de Chardin, un siècle avant, je crois qu'il y a une montée de l'être. Heureusement d'ailleurs, c'est magnifique, c'est une très bonne nouvelle, etc. La question derrière, c'est que, effectivement, quelle est la capacité du système actuel, qui est basé sur la croissance, qui est basé sur la démesure, à brusquement se stabiliser et se mettre à se contracter. Et là, je dirais que ma question, elle est mécanique. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'on est en face de nous un système qui a toujours cru et dont la logique même, comme un vélo, est basée sur le fait de la croissance. Et en même temps, de l'autre côté, on a le Club de Rome, il y a 30 ans, qui nous dit halte à la croissance déjà. Et aujourd'hui, on a tout le track record de la planète. Et on sait que cette croissance est effectivement en train de précipiter notre fin à très court terme. Donc je crois que là, et c'est là où on est au cœur de cette crise, enfin, je ne sais pas si tu partages ce diagnostic, c'est-à-dire que d'un côté, on a un système extrêmement complexe, intégré planétairement, mais qui, il faut bien le voir de face, est basé sur la croissance, lui. C'est-à-dire que quand on étudie les lois et les théories économiques, tout est basé sur une logique de croissance qui permet de générer les retraites des gens, qui permet de générer un État important, qui permet aussi de générer l'innovation. Sans croissance, pas d'innovation. On est dans un monde stagnant, etc. Et on ne parle pas aujourd'hui de croissance, on est bien en phase d'une logique de décroissance, sinon il nous faudra 10 planètes. Donc comment gérer cette décroissance? On parlait du fait que la décroissance, les premiers à devoir décroître, c'est nous, pour laisser un peu plus d'espace aux autres. Mais nous, on doit décroître à des niveaux considérables. Et comment un système comme le nôtre peut supporter ça, même si c'est totalement souhaitable? Et d'autre part aussi, à partir du moment où on a dit qu'il fallait plus croître, à quoi ressemble cette civilisation? Cette nouvelle civilisation qui n'est plus basée sur notre croissance d'autrefois, mais sur une nouvelle logique qui est celle de l'être. Donc, est-ce que la question c'est bien cela? Ou est-ce que tu précises 2-3 choses dans ce diagnostic? Et puis au fond, au-delà de la croissance, alors quelle civilisation? C'est-à-dire, je crois d'abord qu'il faut repartir du fait qu'au cœur des formes de la croissance insoutenable qui est la nôtre et dont nous payons les conséquences, il y a justement, au sens fort du terme, du mal-être et du mal de vivre. Parce que ceci va nous donner des indications positives sur des stratégies de mieux-être et de l'art de vivre à la bonne heure. Quand on regarde la disproportion
que le programme des Nations Unies pour le développement avait mis en évidence dans un rapport très anticipateur de 1998, entre d'un côté les sommes qui auraient été nécessaires pour répondre aux besoins les plus vitaux de l'humanité, dans le domaine de la faim, dans le domaine de l'eau potable, dans le domaine des soins de base, dans le domaine du logement, et les sommes qui sont dépensées chaque année sur 3 grands budgets qui sont l'économie des stupéfiants, les dépenses militaires et la publicité, on se rendait compte, et c'était tout à fait spectaculaire, qu'on avait un rapport qui était de 1 à 10 dans le rapport aux dépenses de publicité, de 1 à 10 à minima, parce que c'est la partie immergée de l'iceberg, par rapport à l'économie des stupéfiants, et de 1 à 20 par rapport aux dépenses militaires. À l'époque, il fallait 40 milliards de dollars supplémentaires en 1998, et rien que la publicité, c'était 400 milliards de dollars de dépenses annuelles. Les stupéfiants, c'était au moins 400 milliards de dollars de dépenses annuelles, et les dépenses militaires, c'était 800 milliards de dépenses annuelles. Et les proportions n'ont cessé de s'aggraver 10 ans auparavant. Or, quand on regarde ces budgets-là, fondamentalement, qu'est-ce qu'ils gèrent? Les stupéfiants, ils gèrent du mal-être et du mal de vivre en direct. L'essentiel de ce qui se joue dans les dépenses militaires, en termes émotionnels, c'est de la maltraitance, c'est de la peur, c'est de la domination, c'est fondamentalement du mal-être. Et qu'est-ce qui se joue pour l'essentiel dans la publicité? Nous savons bien que la publicité, ça n'est pas ou ça n'est plus de l'information commerciale. L'essentiel du registre de la publicité, c'est de prétendre nous envoyer des promesses dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de la beauté, dans l'ordre du bonheur, dans l'ordre de l'amour, dans l'ordre de la sérénité, et aucun d'entre nous ne voit pas des publicités où on voit des gens stressés dans des environnements de laideur, par exemple. Donc tout l'enjeu de la publicité, c'est de nous envoyer des promesses dans l'ordre de l'être et de nous faire croire que c'est par une consommation dans l'ordre de l'avoir que nous allons y répondre. Donc là aussi, d'une certaine façon, c'est un budget de mal-être. On peut dire que les coûts COUTS, mais aussi les coûts COUPS, parce que tout ceci entraîne des effets de maltraitance considérables, représentent ainsi des sommes considérables par rapport aux sommes dont nous aurions besoin pour nous attaquer à ce que seraient par exemple les grands objectifs du millénaire des Nations Unies. Et donc, quand on a compris que ces questions du mal-être et du mal de vivre sont décisives, que cette société dite de consommation est en fait une société de consolation pour ce mal-être, eh bien, on a tout de suite des idées beaucoup plus positives sur la façon d'avoir, d'une part, un bon usage de la conjonction de ces crises et sur la façon d'apporter une réponse systémique à cette crise elle-même systémique. Quand je dis avoir un bon usage de la conjonction de ces crises, c'est que, par exemple, c'est une opportunité pour traiter la crise écologique d'avoir la crise financière. Parce que sur la crise écologique, que l'on prenne son versant climat ou que l'on prenne son versant biodiversité, ça veut dire que nous avons besoin de décélérer sur un certain nombre d'enjeux majeurs. Et cette décélération n'était pas possible tant que le moteur à explosion qui était généré par le cœur de l'économie spéculative, au cœur même de l'économie tout court, avait cette telle force. Donc de ce point de vue-là, la crise, l'arrêt du moteur à explosion est une opportunité. De la même façon, nous ne pouvons pas traiter les grands enjeux écologiques si on ne traite pas la question de la justice sociale. Vous ne pouvez pas demander à un être humain dont le projet de vie est à 24 heures, pour reprendre une expression forte de Bertrand Schwartz, d'aller se préoccuper d'enjeux planétaires, quand bien même il serait aussi à court terme que 2030. Mais à travers des questions aussi précises que l'usage du bois de feu, on voit bien que pour la condition aujourd'hui pour des avancées
écologique, c'est aussi d'aller traiter la question de l'injustice sociale, aussi bien à l'échelle planétaire que dans nos propres sociétés. Donc d'un côté, ça permet de penser l'opportunité des différentes facettes de la crise, son caractère systémique, et d'autre part, de relier à travers la question de la réponse au mal-être avec des stratégies de mieux-être, mais en entendant fortement le mot « être » dans mieux-être. Et à ce moment-là, ces stratégies de mieux-être, elles valent aussi bien pour des perspectives planétaires, c'est tout l'enjeu d'une conscience terrienne et de gouvernance démocratique où la question de politique publique du mieux-être se trouve posée, mais ce qui vaut à l'échelle macro-planétaire vaut aussi à d'autres échelles intermédiaires et vaut également dans nos propres vies. C'est là que le rapport entre l'intime et le planétaire se trouve profondément lié. C'est une des grandes caractéristiques de la situation historique que nous allons vivre, et qu'il y a un axe dynamique entre les enjeux de transformation personnelle et les enjeux de transformation sociétale. Et ça, c'est quelque chose de passionnant, parce que ça veut dire que la question de la sobriété heureuse que j'évoquais tout à l'heure est une question qui vaut aussi bien sur le plan macro que sur le plan de ce qu'on peut appeler les nano-résistances, les nano-rébellions, les nano-transformations. Et cette tension dynamique-là qui fait que ça n'est plus simplement le local et le global, comme on disait il y a une dizaine d'années, mais c'est aussi le rapport du personnel et du planétaire qui est en jeu et qui fait aussi le caractère passionnant de la situation que nous sommes en train de vivre. Mais écoute, merci beaucoup Patrick. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Pendant cette journée, donc le 10 mars, au Forum 104, on va continuer, 104 rue de Vaugirard, on va continuer à explorer ces thématiques. Alors il y a évidemment la question de savoir, et on a juste effleuré cette question de comment on construit ce changement, cette civilisation de l'être, en quelque sorte. Quelles sont ses caractéristiques, quelles sont les lois et les types de contrat social que cela implique, à quoi ressemble par exemple un État-nation ou une planète de l'être. Il y a évidemment la question aussi à court terme de comment chacun d'entre nous, on peut, au-delà de cette grande vision à construire, traverser la crise. Et toi qui es à la Cour des comptes, qui a 20 ans d'expérience dans le domaine, un des plus hauts niveaux de l'État sur les questions économiques, c'est intéressant aussi que tu nous éclaires sur, au fond, des questions aussi essentielles que comment organiser notre retraite. Aurons-nous une retraite, par exemple? Là, je finis cette interview par des choses très concrètes, parce que ça permet aussi de faire le lien entre des grandes idées et des choses très concrètes. Tout ça, on vient de parler, l'air de rien, de choses aussi essentielles, de savoir si on a une retraite, quelle retraite, comment on aura une retraite. On a parlé de choses aussi essentielles que tout simplement la nature d'un nouveau système économique et comment va se terminer, parce qu'il y a imaginer un nouveau système basé sur l'être, mais comment on gère aussi la fin du système de l'avoir, hein. Donc on évoquera ces questions-là le 10 mars. Merci beaucoup. Et donc, à très bientôt au Forum 104 rue de Vaugirard, pour une journée de l'Université intégrale sur la crise économique, sociale et écologique et comment y répondre positivement.